Voilà, donc pour commencer cette présentation, je voulais déjà faire un point sur l'histoire partagée de l'art et du travail sexuel. Donc, l'art et le travail sexuel partagent une histoire commune de longue date, de l'usage de la prostitution par les artistes pour pouvoir survivre à des conditions économiques précaires, aux figures de prostituées qui n'en finissent pas d'inspirer les créateurs de toutes disciplines. Les combinaisons sont multiples. Ainsi, au XIXe siècle, le XIXe siècle a largement documenté cet aspect, les lieux de spectacle étant connus pour être des hauts lieux de prostitution, que ce soit parce que les actrices et les danseuses se livraient à cette activité, que ce soit parce que l'intrigue représentée sur scène avait pour personnage une courtisane, ou que ce soit parce que les établissements eux-mêmes étaient des lieux de rencontre et de racolage. De plus, de Zola à Alexandre Dumas fils, de Toulouse-Lautrec à Manet ou Degas, la littérature comme la peinture ont arpenté sans relâche le sujet prostitué. Cependant, les évolutions contemporaines ne rendent pas obsolètes ces proximités, puisque les artistes, notamment de la danse et du spectacle vivant, quel que soit leur genre, continuent largement à recourir à la vente de prestations sexuelles tarifées pour vivre, comme l'a documenté le magazine culturel Mouvement en 2020 dans un article intitulé Prolétaires du corps. De plus, la prostitution reste très présente dans les représentations, notamment dans l'imaginaire cinématographique. Enfin, l'art contemporain y puise également une source d'inspiration régulière, en général dans l'idée d'établir un parallèle négatif entre la marchandisation du corps et la marchandisation de l'art, et ou de comparer la condition d'artiste à la condition prostituée. C'est ce qui anime, par exemple, Andrea Fraser pour sa vidéo-performance Untitled en 2003, Orlan dans son célèbre Le baiser de l'artiste en 1977, ou encore Marina Abramovic en 1975 avec Role Exchange, pour ne citer que quelques noms très connus. Cependant, parmi les multiples combinaisons mêlant activité économico-sexuelle et création, les œuvres créées par des travailleuses du sexe elles-mêmes à propos de leur vécu sont encore peu connues. Pourtant, l'usage de l'art par cette minorité stigmatisée et discriminée donne lieu à un champ des représentations audacieux sur lequel cette communication propose de s'attarder. Donc, dans un premier temps, il sera question de l'usage des représentations comme arme militante de changement social. Dans un second temps, une réflexion sur le whore gaze caractérisant ces formes d'art sera menée. Enfin, un questionnement concernant une possible artification de ce courant conclura cette analyse. Alors, donc, je commencerai à parler de l'extimité pour se raconter et contrer le stigmate. L'extimité est un terme que j'emploie ici dans le sens tel que défini par Serge Tisseron en 2002 dans L'intimité surexposée. L'extimité consistant à extérioriser des éléments de son vécu intérieur de façon à mieux se les approprier et susciter des échanges. Donc, sortir de l'objectification qu'ils et elles subissent de la part du législatif comme des représentations courantes est sans doute le moteur fondamental qui pousse les TDS à prendre la parole. Ainsi, l'usage du témoignage public comme levier de changement social est-il un outil utilisé par les minorités discriminées, tant dans l'optique de produire des savoirs expérientiels que dans une volonté d'infléchir les narrations stéréotypées dominantes les concernant. Et donc, sur cette question, je renvoie au très bel ouvrage dirigé par Marianne Nguemensa, Le témoignage sexuel et intime, un levier de changement social. L'écriture est sans aucun doute le premier outil employé par les TDS pour se réapproprier leur narration, et ce, dès le XIXe siècle, au cours duquel nombre de courtisanes se produisent déjà des récits à la première personne sous forme de mémoire, comme Céleste de Chabriand, Marguerite Bélanger, Lola Montez ou Émilienne d'Alençon. Au XXe siècle, une des figures les plus connues du monde francophone est sans doute Grisélydis Réal, écrivain, peintre et prostituée, pour reprendre l'épitaphe qu'elle a souhaité faire inscrire sur sa pierre tombale. Si la qualité littéraire de ses œuvres est bouleversante et sa peinture d'une originalité indéniable, ce qui touche particulièrement est que cette démarche marque un tournant dans les années 70, celui par lequel une protagoniste d'une classe dominée et parlée par d'autres habituellement
prend la parole et reprend sa place dans le paysage. Cette démarche replace de l'agentivité dans ce que Pierre Bourdieu a appelé la classe objet, dans un article de 1977. Originellement, Bourdieu y déplie sa théorisation depuis l'exemple des paysans et montre que la représentation des groupes sociaux est performative, puisqu'elle impacte la réalité sociale. Aussi, alors que les classes dominantes maîtrisent les outils concernant la perception de leur groupe, ce n'est pas le cas pour les groupes dominés, dont l'image est l'objet d'une construction édifiée par d'autres, ces autres étant constitués notamment des médias et des artistes, peintres, cinéastes, écrivains, metteurs en scène. Les diverses minorités discriminées entrent sans aucun doute dans cette définition de la classe objet et les groupes vendant des prestations sexuelles indéniablement. Aussi, l'usage de l'écriture est-il un des outils fréquemment employés par les TDS pour sortir de cette classe infériorisante et imposer leur narration. Le témoignage à la première personne reste encore à présent la forme la plus employée, mais d'autres formes apparaissent avec des œuvres historiques ou critiques comme Les luttes des putes de Thierry Schaffhauser ou Revolting Prostitutes de Jules Omac et Molly Smith, ou encore les fanzines ou la poésie, comme on a pu le voir avec le recueil Hustling Verse, sous la coordination de Amber Down et Justin Ducharme. L'écrit TDS prend aussi de nouvelles formes avec les réseaux sociaux, avec les blogs, les vignettes et les brèves digitales, souvent avec des extraits courts et impactants, comme avec le compte Par et Pour, par exemple, ou via des captures d'écran de téléphone qui offrent des formes de récits de l'activité sous forme d'anecdotes révélatrices, comme le compte TDS public Perles de clients. Mais se raconter, cela représente aussi de développer des terminologies adéquates, car de même que les vécus complexes des TDS sont manquants dans les représentations sociales, le vocabulaire pour en parler l'est également. C'est donc animé par une forte volonté de sortir de l'objectification que Carol Lee invente, ou en tout cas au moins popularise en 1978 la terminologie sex work, travail du sexe, pour nommer son activité et valoriser l'agentivité dont elle et ses collègues font preuve dans l'industrie du sexe. Et c'est également dans cette même dynamique que plus récemment, le mot putophobie a été forgé pour visibiliser la haine spécifique à laquelle les sex workers font face. Ainsi, se raconter commence-t-il par développer des terminologies adéquates. Apprendre à se nommer et à se parler répond avant tout pour les travailleuses du sexe à un besoin vital, celui de cesser d'être criminalisées. Selon les contextes nationaux et temporels, les formes législatives varient, mais toutes discriminent invariablement les personnes qu'elles prétendent protéger sous prétexte de lutter contre le trafic humain. Pour interpeller les législateurs et l'opinion publique, les travailleuses du sexe utilisent aussi bien la vidéo que la photo. Ce dernier médium est largement déployé pour interpeller, comme chez le collectif Chez Stella au Canada, qui réalise régulièrement des campagnes visuelles engagées, ou dans l'important travail mené par les travailleuses du sexe d'Afrique du Sud, qui a abouti à l'exposition Ayam Watayam en 2018. La vidéo, outil facile à manier, peu cher et diffusable à grande échelle grâce au réseau Internet, est largement utilisée pour documenter des situations d'urgence, visibiliser des réalités collectives ou pour dénoncer des abus législatifs, parfois sur le ton de l'humour, comme le fait le collectif thaïlandais Empower et sa vidéo Last Rescue in Siam. Mais plus souvent, c'est sous l'angle documentaire, comme dans Live Nude Girls Unit de Julia Kerry et Vicky Fernery, qui documente la grève des travailleuses du sexe exerçant en pipe show et leur lutte pour l'accès à la syndicalisation et l'autogestion. Ou le documentaire d'Aspuch, donc sur une marque de vêtements qui a été créée par des travailleuses du sexe à Sao Paulo. Une autre façon qu'adoptent les travailleuses du sexe pour faire entendre leur voix face aux violences physiques comme législatives subies est le happening dans l'espace public. Les manifestations avec parapluies rouges, tenues sexy, pancartes et banderoles en sont les codes les plus usités, mais des actions relevant de la performance sont également à noter. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe, le 17 décembre 2019,
Bertoult Beaurebec s'est cousu la bouche devant le Sénat français pour dénoncer une nouvelle loi en cours de discussion au Parlement français et la négation systématique de la parole des premières concernées. Le collectif macédonien Star Star effectue une performance en vitrine un an auparavant à l'occasion de la même journée commémorative. Dans le même type de dynamique, des membres du syndicat belge Utsopi ont performé dans la vitrine du bar L'Union, puis sur le parvis de Saint-Gilles au printemps 2021 pour sensibiliser à la précarité dans laquelle la crise de la Covid-19 les plonge. Enfin, l'espace numérique est une autre forme d'espace public largement usité pour militer avec des armes visuelles et discursives contre les discriminations, que ce soit à travers les nombreux blogs ou comptes Twitter et Instagram qui prolifèrent, ou à travers des événements originaux comme le e-Viction durant l'été 2020. Ce peep show digital live est militant créé par un collectif d'art de travailleuses du sexe américaines visé à sensibiliser aux effets dramatiques engendrés par les lois FOSTA-SESTA introduites par l'administration Trump. Ainsi, ces quelques exemples permettent-ils de situer un certain type d'œuvre de travailleuses du sexe dans le champ de l'action politique, celle-ci tentant de se positionner non pas tant dans le domaine de l'art que dans celui du pouvoir politique, à savoir une transformation des encadrements législatifs les concernant. Le corps des travailleuses du sexe, central dans ces modes d'action, y est mis en jeu dans des contextes de rassemblement collectif, rappelant par là que les enjeux dont il est question ne concernent pas quelques situations particulières, mais bien tout un pan de la population. Alors, donc maintenant, je voudrais m'intéresser à ce qu'on pourrait appeler le hot gaze. Donc, si le développement précédent s'attarde sur les dynamiques frontalement militantes de certaines représentations TDS, cette seconde partie s'intéresse à l'usage de l'art pour subvertir les imaginaires et comme pouvoir émancipateur. De plus, les principes qui sous-tendent les représentations artistiques des travailleuses du sexe via une forme de gaze spécifique seront dépliés. Pour rappel, la notion de gaze renvoie à la façon dont une culture visuelle renvoie à une perspective de vision spécifique. Cette notion ayant été popularisée notamment en 1975 avec le concept de male gaze développé par Laura Mulvey. Théorisée par la féministe noire Bell Hooks, l'oppositional gaze renvoie à la façon dont les personnes noires ont utilisé un regard d'opposition face au suprémacisme blanc, ainsi qu'à l'émergence d'un cinéma noir indépendant pour contrer les représentations cinématographiques racistes qui étaient faites d'eux. Dans le même ordre d'idées, le hard gaze, littéralement le regard pute, est théorisé par Pidgey Star et Sonica Francis, deux sex-workeuses américaines. Celui-ci est présenté comme luttant contre la putophobie et le stigmate pute présent dans les représentations dominantes qui montrent systématiquement les travailleuses du sexe comme des sujets passifs et victimes. En prenant elles-mêmes la caméra, les TDS se réapproprient l'espace et les narrations et effectuent un acte révolutionnaire en opposant au male gaze et au regard moralisateur féministe qui les cantonne habituellement au parcours d'exploitation sexuelle, des images de leur vécu et de leur communauté qui rendent hors sujet ces narrations systématiques. En réponse, les travailleuses du sexe se représentent comme des sujets pensants, actifs, faisant des choix et élaborant des stratégies d'action dans des situations complexes et diversifiées. Les films adoptant un hot gaze se diversifient ces dernières années, mais deux d'entre eux sont particulièrement emblématiques de ces regards comme lieu de résistance. Horizon Films de Juliana Piccillo et un documentaire compilant une multitude d'extraits de films de cinéma montrant des personnages de sex workers avec des entretiens menés avec des travailleuses du sexe exerçant dans diverses spécificités du métier. Les analyses critiques et émotionnelles livrées exposent de quelle façon la réception des stéréotypes représentés impacte directement la vie des personnes réelles. L'artiste TDS Juniper Fleming, quant à elle, pousse ce constat critique encore plus loin dans sa vidéo Predatory Prostitute, dans laquelle elle met en rapport le traitement médiatique porté sur la prostituée serial killer Aileen Wuornos, avec la consommation de cette histoire par Hollywood via le film Monster, pour lequel Charlize Theron, incarnant le rôle titre, recevra un Oscar pour avoir su si brillamment sans les dire. Elle met également en comparaison la façon humiliante et putophobe avec laquelle l'histoire d'Aileen Wuornos a été traitée,
avec l'indifférence qui perdura pendant 20 ans face au serial killer Gary Ridgway, qui s'attaquait exclusivement au TDS et en a assassiné plus d'une soixantaine. Ainsi, les œuvres adoptant un horror gaze s'inscrivent-elles souvent dans ce qu'on pourrait appeler une forme d'art documentaire, au sens où elles s'attachent à retranscrire des éléments du réel et non de la fiction. L'autoreprésentation et l'autofiction sont en outre largement utilisées par les travailleuses du sexe, entre autres pour démystifier ce qui constitue leurs activités, en exposant la fabrique et les techniques déployées selon les profils et les secteurs d'activité. Le post-porn modernist show d'Annie Sprinkle est sans doute la performance la plus emblématique à cet égard. Dans ce one-woman show autobiographique et sexuellement explicite créé en 1989, elle expose ses expériences dans l'industrie du sexe comme actrice pornographique, avec humour et d'un point de vue féministe pro-sexe. Elle y dramatise notamment le rapport au vagin dans sa performance Public Cervix Announcement, au cours de laquelle elle invite le public à venir regarder à la lampe de poche le col de son utérus à l'aide d'un spéculum. Et en 2009, la chorégraphe contemporaine française Gaëlle Bourges, ancienne travailleuse du sexe, adopte le même type de dynamique en décortiquant et en montrant techniquement les savoir-faire excitatoires qu'elle-même et ses amis ont acquis pendant plusieurs années dans un théâtre érotique parisien, dans un spectacle nommé « Je baise les yeux ». De plus, de nombreuses performances queer, formes courtes mettant en récit des vécus personnels de travail sexuel, entre autres depuis des perspectives d'hommes et de femmes transgenres, ou relatant des trajectoires de migration se développent. On peut citer par exemple Kay Garnelin, Maria Bassoura, Liad Hussein Kantorovitz, Corey Brown et Juan Florian, Amar Protesta, qui vous a parlé tout à l'heure, etc. Donc, ce ne sont que quelques exemples. Ici encore, on peut relever que le corps des TDS est le premier support de création de performance et on y retrouve souvent les mêmes caractéristiques. Donc, on ne trouve pas de discours généraux, mais bien des éléments reliés à l'expérience personnelle, une volonté de montrer la fabrique technique du sex work, la mécanique et des formes d'habitus professionnels, et ce faisant d'aplatir le sexuel, de retirer la charge excitatoire et sensationnelle accolée au travail du sexe, pour en faire une forme de routine technique et stériliser dans le même temps la charge sordide qui est projetée sur le TDS. Pour finir, relevons que les œuvres d'art pute sont souvent des œuvres citationnelles, donc soit en référence, soit en distinction par rapport à l'histoire de l'art. Par exemple, la série de photographies peintes à la main Reclamation and Dissettlement de Juniper Fleming, dont je parlais plus haut. Dans cette série, elle met en scène d'autres travailleuses du sexe dans des tableaux emblématiques de l'histoire de l'art occidental peints par des hommes. Donc, comme ici à l'écran, donc la Vénus d'Urbino de Titien est donc remis en scène par Juniper avec Sadie Lune, une travailleuse du sexe et actrice porno, activiste très connue dans nos milieux. On peut aussi trouver des références à d'autres éléments de la culture TDS, comme l'œuvre vidéo de l'artiste Maya Isofuki, pute et peintre, qui renvoie aussi bien à l'épitaphe de Griselidis Real que je citais plus haut, donc qui a fait inscrire prostituée, pute et peintre, prostituée, écrivain et peintre, pardon, sur sa pierre tombale, qu'à l'épisode de l'émission Striptease intitulé Pute et peintre, qui suit Dolly, une travailleuse du sexe belge travaillant en vitrine et peignant des grands formats entre deux clients. Et bien sûr, donc, on y a beaucoup de références aux clichés et aux faits médiatiques, aux politiques dans les constructions de représentations d'art pute. Donc, ce bref parcours dans une série d'œuvres adoptant délibérément un horror gaze expose la façon dont les pratiques artistiques sont utilisées par les TDS comme outil de compréhension de leur pratique du travail sexuel
et comme arme de subversion face aux stéréotypes les concernant. De plus, comme évoqué en introduction de ce travail, le monde de l'art étant en partie responsable de la création et de la véhiculation de représentations stigmatisantes des sex workers, les œuvres réalisées par les TDS visent à imposer les images manquantes de leurs existences, tant dans les sphères artistiques que dans le monde social et politique. Donc, je conclurai sur un potentiel processus d'artification en cours. Les médiums et les esthétiques que prennent les œuvres créées par les travailleuses du sexe sont directement liés à leur contexte politique et aux conditions économiques accessibles. Ainsi, l'usage du récit personnel et de l'autoreprésentation sont massivement utilisés pour donner à voir et à entendre des vies silenciées et cachées habituellement. L'écriture, la vidéo, la performance corporelle, les technologies numériques sont les médiums de prédilection, car peu chers, accessibles à toutes et tous et ne nécessitant pas ou que peu de formation préalable, ce qui rend possible la construction d'œuvres allant du DIY au plus sophistiqué. Relevons aussi que les législations criminalisant le travail sexuel le sont au prétexte qu'il n'existerait pas de travail consenti dans ce secteur, qu'il n'existerait que des cas de trafic humain et que, dans ces logiques, le travail du sexe n'est pas reconnu comme un travail. C'est donc souvent un miroir inversé que les représentations faites par des travailleuses du sexe se construisent en réponse directe aux adversaires politiques et en opposition aux visions féministes abolitionnistes. Aussi, les subcultures TDS s'attachent-elles presque systématiquement à mettre au cœur de leur discours l'émancipation et l'autonomie que leur apporte leur activité, à se positionner comme féministes et à mettre en valeur les techniques et savoir-faire nécessaires pour exercer les activités qu'elles présentent comme plus complexes que ce qui est véhiculé socialement. Dès lors, c'est avec curiosité et impatience que nous attendons des contextes sociaux et politiques inclusifs des travailleuses du sexe, car il sera alors passionnant de voir les nouvelles formes que prendront les récits et les œuvres TDS de l'art pute du futur. Enfin, l'apparition de festivals artistiques sur le travail sexuel, comme le Sex Worker Film and Art Festival de San Francisco ou le SNAP, sur lequel j'ai travaillé en 2018 à Paris et bientôt en 2022 à Bruxelles. Des expositions comme Objects of Desire ou le projet collectif Decriminalize the Futures indiquent un processus d'artification est peut-être en cours. L'artification, concept développé par Roberta Shapiro, est présenté comme un processus par lequel des membres de groupes dominés et marginalisés accèdent à une nouvelle dignité sociale par la voie de l'art. À sa suite, nous pouvons postuler que les travailleuses du sexe s'emploient à s'imposer socialement par la voie de l'art, tout en luttant pour imposer leur propre représentation et éthique de fabrication dans les sphères médiatiques et institutionnelles. Ainsi, le principe « Nothing about us without us », donc rien à propos de nous sans nous, est fondateur des militances TDS, demandant que les personnes concernées soient impliquées dans les processus de décision les concernant, que ce soit pour l'écriture d'une loi ou que ce soit dans le cadre d'un projet artistique portant sur le travail du sexe. À l'image des artistes qui se sont longtemps battus et le font encore pour une reconnaissance de leur profession et d'un statut approprié, les travailleuses du sexe doivent multiplier les instances de reconnaissance pour faire entrer leurs activités et leurs représentations dans le champ du légitime. Ce chemin est encore plus ardu pour les artistes TDS, entre autres parce que nombre d'entre elles et eux utilisent la nudité et la pornographie pour se représenter, et que ces formes viennent ainsi directement mettre en tension la distinction toujours à l'œuvre, bien que fumeuse, sur laquelle repose l'institution artistique. L'art ne pourrait être pornographique, de même que la pornographie ne saurait être de l'art. Et dans cette logique, les créateurs et créatrices TDS ne pourraient être réellement des artistes. Mais sur ce chemin de croix, se nommer et déjà imposer son existence. Ainsi, presque 50 ans après l'invention du mot « sex work », l'appellation art pute fait-elle son apparition et se popularise-t-elle pour désigner les sous-cultures artistiques TDS.
et merci beaucoup. Bonjour Marianne, Lucas Stevenson ici, enchanté, hein, très très bonne présentation. Moi j'avais une question, je comprends que vous êtes à l'origine de France, qui a quand même extrêmement une politique abolitionniste. Est-ce que vous avez trouvé que dans le milieu de l'art, il y avait plus d'acceptation, plus de reconnaissance de l'art but, l'art TDS? Est-ce que par exemple en France il était possible d'obtenir des financements ou que les lieux culturels étaient plus ouverts que les politiques générales abolitionnistes en France? Vous avez compris la question? Je vois l'audio. Ou en gros, est-ce que les politiques abolitionnistes féministes françaises impactent aussi le milieu culturel français? C'est ça. J'ai pas tout bien entendu de la première partie, mais j'ai compris en gros la question. Alors, bah, oui, hein, évidemment, les politiques abolitionnistes ont un impact direct sur ce que les artistes peuvent faire, représenter ou non. Bon, déjà, ce qu'il faut bien relever, c'est que déjà, même en dehors de la question TDS, le monde de l'art n'est pas aussi ouvert que ce qu'on a parfois l'impression. C'est-à-dire que, par exemple, bon, moi, vu que j'ai aussi beaucoup travaillé dans la danse contemporaine, donc moi, ce que j'ai pu remarquer, en fait, c'est que on a souvent l'impression que la danse contemporaine, par exemple, est très ouverte aux questions de nudité, que c'est super facile d'être tout nu sur scène et que c'est pas un souci. En réalité, il faut quand même savoir que de l'intérieur, c'est pas le cas. Que j'en ai parlé un peu dans mon intervention. J'ai cité Gaël Bourges, avec qui j'ai beaucoup tourné, donc qui ne traite pas forcément de travail du sexe dans tous ses spectacles, qui l'aborde parfois, mais pas toujours. Par contre, il y a souvent de la nudité. Et systématiquement, la nudité est quand même une question, un problème, ça fait l'objet de négociations. Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas remettre une culotte au moins au moment des saluts? Ah, mais alors ça dépend, on t'accompagne sur la nouvelle création, mais ça dépend, il y a de la nudité ou il n'y a pas de la nudité. Donc voilà, donc déjà le monde de l'art est quand même pas si ouvert sur les questions de sexualité et sur les questions de nudité. Voilà. Et après, donc, sur la possibilité de pouvoir tourner sur des scènes plus institutionnelles ou d'avoir, par exemple, des subventions, hein, parce que c'est ça aussi la question. Ben, en France, en tout cas, il y a eu quand même plusieurs demandes de subventions qui ont été faites à la fois sur des projets artistiques, à la fois sur le festival Snap, par exemple, qui ont toujours été refusées. Là, par exemple, la prochaine édition, elle se passe en Belgique. Alors aussi parce que je me suis installée là-bas, mais aussi parce que le contexte d'accueil est plus favorable. Alors, il y a des soucis hein, au niveau législatif en Belgique concernant les travailleuses du sexe également. Mais il y a une politique beaucoup plus inclusive pour les travailleuses du sexe en Belgique. Et comme par hasard, c'est possible aussi d'avoir des subventions pour des projets où on parle directement de travail du sexe, où on est soi-même travailleur du sexe. D'ailleurs, Utsopi, donc le syndicat belge, donc, a des subsides publics, ce qui n'est pas le cas, par exemple, ou à moins que ça ait changé récemment, mais je ne crois pas que le STRAS ait déjà reçu de subventions publiques, en tout cas directement du gouvernement. Voilà. 500 donc, € des conseils départementaux. 500 €, incroyable. Voilà. Mais voilà, par exemple, même c'est tout con, mais là, pour le festival Snap à Bruxelles, je suis reçue par les institutions. Voilà, la Cinémathèque voilà, est très intéressée pour faire un partenariat avec nous. On peut faire le festival dans des lieux qui sont corrects, en fait. Voilà, tandis que en France, où le contexte est extrêmement abolitionniste, c'est très très difficile de trouver. Déjà, ça ne se passe pas dans des lieux institutionnels. Et voilà, c'est vraiment de la bidouille. Donc oui, ça change des choses directement. Le régime politique, enfin le traitement politique du travail sexuel
a un impact sur la façon dont on en parle dans les médias, a un impact sur nos possibilités de représenter et de nous représenter. Donc, ça fait c'est une espèce de boucle un peu sans fond, où on n'est pas visible. Voilà, mais c'est la même chose que ce qui est évoqué tout à l'heure concernant la place dans le milieu de la recherche et le milieu universitaire. On est dans les mêmes logiques, voilà, avec le milieu de l'art aussi, quoi.